Tous les plus grands sportifs te le diront, tout est dans le mental. Quand tu vois à quel point des athlètes arrivent à surmonter, à surpasser les douleurs de leur corps pour parvenir à leurs objectifs, c'est là que tu te rends compte à quel point le cerveau est le muscle le plus incroyable qu'on possède, car c'est réellement lui l'allié de notre réussite. En Europe, on a énormément tendance à sous-estimer le pouvoir de notre cerveau. On ne l'exploite pas au maximum de son potentiel. Quand je vois même tout ce qui a trait au développement personnel, à la capacité à reprogrammer un petit peu notre cerveau, la plupart des gens ont l'impression que c'est vraiment du bullshit et que c'est simplement pour vendre des coachings ou des bouquins. Ça, c'est des pensées extrêmement limitantes qui gravitent autour de nous. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils sont face à une personne qui a réussi, elles vont tout de suite justifier sa réussite par des facteurs extérieurs du type c'est une personne blanche, c'est une personne aisée, c'est une personne qui a de l'argent, c'est une personne qui est jolie, mais à aucun moment on va te dire que c'est parce que cette personne a su surmonter ses peurs, ses pensées limitantes et qu'elle a juste, avec la force de son cerveau, elle s'est mise en action, elle a adapté ses comportements pour justement parvenir à ce succès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un concept qui est pas mal repris dans le développement personnel, qui est vraiment dépeint comme étant un concept révolutionnaire pour parvenir à ses objectifs, j'ai nommé la manifestation. Alors non, je ne parle pas du fait de se balader dans les rues de sa ville, énervé avec des pancartes et des slogans virulents, mais bien l'art de créer la vie que tu souhaites mener par la force de tes pensées. Et là, je sens qu'il y a tous les sceptiques qui sont partis de la vidéo. Dans cet épisode, je vais venir déconstruire toutes tes pensées limitantes. Il existe aujourd'hui tellement de plateformes de support qui parlent de la manifestation, donc ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Et comme moi, je suis une personne extrêmement concrète, eh bien, je vais concrètement t'expliquer dans cet épisode comment parvenir à manifester. En me basant sur cet ouvrage, Manifest 7 Steps to Living Your Best Life, est rédigé par Roxy Nafousi, qui est une autrice et une coach en développement personnel vraiment incroyable, j'ai dévoré ce livre. Alors non, c'est pas le but que je te dise tout ce qu'il y a dans le livre, il y a quand même 150 pages, mais en tout cas, je vais t'expliquer grosso modo toutes les étapes et les subtilités qui vont t'aider à avancer dans ton processus de manifestation. Selon la physique quantique, tout objet possède une énergie. La seule différence, c'est la fréquence vibrationnelle d'un objet à un autre. Et cette fréquence vibrationnelle, elle peut être haute, basse ou quelque part au milieu. C'est pareil pour tes pensées et tes émotions. Elles ont elles aussi une énergie et en fonction du type d'émotion que tu ressens, tu vas avoir une fréquence vibrationnelle qui pourrait varier. On ne peut pas parler de la manifestation sans évoquer la loi d'attraction qui nous dit qu'une fréquence spécifique attire une fréquence similaire. Donc le positif attire le positif, tout comme le négatif attire le négatif. Et tu vas voir que je vais te donner énormément d'exemples dans cet épisode parce que je sais que, comme j'ai dit, en Europe, on a tendance à être assez sceptique quand on parle de manifestation, loi d'attraction, etc. Mais je suis persuadée que ça t'est déjà arrivé de te réveiller le matin en étant un peu de mauvais poil et un peu grochon et t'as tout de suite des pensées négatives qui envahissent ta tête. Tu vas te regarder dans la glace, tu vas dire que je suis trop moche, tu vas descendre dans la cuisine, tu vas renverser ton café, tu vas aller sous la douche mais t'as plus d'eau chaude, puis t'arrives en retard, le métro est bondé, tu croises tes collègues relous, bref. Et en fait, ta pensée du matin, elle a réellement donné le ton sur toute ta journée. Alors que je suis sûre qu'il y avait des choses positives dans ta journée, mais t'étais tellement focalisée sur tout ce qui allait mal que tu n'arrivais pas à voir tout ce qui allait bien. Dans tous les supports, on parle de manifestation, on parle des forces de l'univers, parce que l'univers c'est quelque chose d'assez abstrait, mais on comprend que c'est une force supérieure. Moi, par exemple, qui suis croyante et qui crois en un seul Dieu, moi, je rattache ça plutôt à Dieu. Parce qu'il y a une idée erronée, on pense que la manifestation, c'est contrôler ton futur, etc. Pas du tout. C'est justement aussi, ça fait partie d'une des étapes, c'est de faire confiance au timing de l'univers, au timing de Dieu et le bon timing pour toi. Parce que n'oublions pas qu'il y a le destin, mais tu as aussi dans cette vie ton libre arbitre. Justement, la manifestation, elle se base principalement sur ton libre arbitre. Alors, je peux pas commencer à t'exposer les étapes de la manifestation sans commencer par la fondation. Mel, assis-toi, faut que je te parle. Faut que je te parle de ton amour-propre, ma belle. Tu peux pas avoir une manifestation efficace si tu te conditionnes à échouer. La manifestation, elle se base énormément sur tes pensées, sur la visualisation de tes objectifs. Si dans ta tête, tu te dis constamment « je mérite pas le bonheur, je mérite pas la réussite, je mérite pas l'amour », effectivement, tu ne l'auras jamais. Si tu te conditionnes à ne pas l'avoir dans tes pensées, tu ne vas rien faire qui aille dans ce sens-là. Mais si tu as suffisamment d'amour-propre, alors tu vas dépasser toutes tes peurs, tu vas dépasser tous tes doutes et tu vas vraiment vouloir bloquer le maximum de ton potentiel parce que tu t'aimes assez pour savoir et pour comprendre que tu mérites d'avoir tout ce que tu veux. Et je sais qu'il y a énormément d'injonctions de la self-love era, faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes. Alors c'est pas qu'il faut que tu t'aimes. C'est pas ça qu'on dit. Mais si tu veux bâtir la vie dont tu désires le plus, alors forcément il faut que tu aies de l'amour propre. Après c'est un peu marrant les gens qui te disent faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes, mais qui te disent jamais concrètement comment tu fais pour t'aimer. L'amour propre c'est prendre soin de soi, de son sommeil,
de sa peau, de sa santé mentale. Et peu importe la manière dont ça se passe, il y a des gens pour lesquels c'est la thérapie, des autres qui vont préférer le journaling, et aussi évidemment de sa santé physique. Et ça, c'est un truc dont je vais parler un peu plus tard dans l'épisode, mais il faut vraiment commencer à créer un shift de langage dans ton esprit. Tu vois, par exemple, quand tu dis je dois aller au sport, c'est pas pareil que quand tu dis je peux aller au sport. J'ai changé un seul mot dans cette phrase-là, et pourtant le sens de cette phrase a changé complètement. Dans le premier cas, je dois aller au sport, il y a une forme de corvée, tu vois, un truc lourd. Quand tu dis je peux aller au sport, ça veut dire que tu prends conscience que tu as la capacité physique d'aller au sport. Et du coup, ça va venir générer énormément de reconnaissance d'avoir ça. Et du coup, tu vas plus facilement le faire, tu vas plus facilement y aller. Si je dois te résumer à comment prendre soin de ton amour-propre, c'est d'être conscient de tous les choix qui se présentent à toi, toutes les décisions que tu peux prendre à chaque instant, de chaque minute, de chaque jour de ta vie. Tu as le choix d'agir dans l'intérêt de ton amour-propre ou de son désintérêt. Chaque choix, c'est une opportunité de plus pour faire preuve d'amour-propre. Tu subis pas ta vie. C'est à toi de définir tes limites qui sont saines pour toi. Qui est-ce que tu fréquentes au quotidien? Parce que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Comment est-ce que tu investis ton temps, ton énergie? Avec qui? Quoi? Comment? Quel comportement est-ce que tu tolères? C'est à toi de choisir, mais le plus important, c'est de toujours faire ces choix en prenant avant tout compte de ton amour-propre. Et tu verras que si c'était pas le cas avant, mais que tu décides dès à présent de faire que des choix qui sont basés sur ton amour-propre, tu vas voir que rien que ça déjà, ta vie n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Et puis faire preuve d'amour-propre, c'est aussi faire honneur à qui on est à l'instant T. Il y a des jours où tu te réveilles et t'es au top de ta forme, t'as envie de conquérir le monde, et il y a d'autres jours où t'es exténué et t'as envie de rien faire. Fais-toi honneur à tous les instants. Oui, tu fais de ton mieux, mais il faut faire de son mieux compte tenu des circonstances. Faire de son mieux ne ressemble pas à la même chose tous les jours. Il y a des journées où faire de son mieux, c'est travailler 10 heures dans la journée, et il y a d'autres jours où faire de son mieux, c'est juste se concentrer 1 heure sur un projet. Et tu vois, dans les deux cas, t'as fait de ton mieux. On est tellement dans une société ultra-capitaliste qui base énormément ta valeur sur ta productivité et sur tes performances, qu'on oublie qu'on est des êtres humains. Et du coup, on nous fait croire que quand on ne fait rien, entre guillemets, c'est qu'on est fainéant, c'est qu'on est paresseux. Et du coup, on va tout de suite lier ça à notre amour-propre et ça va venir blesser et toucher notre propre amour. Donner de l'amour-propre, c'est se donner l'espace d'être un être humain. Et ça comporte aussi d'être ok avec son passé et de s'en détacher, de laisser derrière soi toutes nos mauvaises expériences passées et toutes les émotions qui y sont liées, donc c'est-à-dire la culpabilité, la honte, le regret. Il faut s'en détacher parce qu'il ne faut pas oublier que tous tes traumas vivent dans ton corps. Et mon corps réagit quand mon esprit est dans le déni. Il y a eu une période dans ma vie où j'étais extrêmement insatisfaite de mes expériences professionnelles et je voulais pas l'entendre. Et ce qui se passait, c'est que je tombais malade à répétition, c'était infernal. C'est là que j'ai compris à quel point en fait mes maladies, elles étaient psychosomatiques. Ton passé n'a pas dicté ton futur. Si tu en es là aujourd'hui, si tu te retrouves dans une position inconfortable dans ta vie ou insatisfaite sur certains plans de ta vie, tout ça c'est la faute de ton toi du passé. Si tu décides aujourd'hui de te dire ça me convient plus et je vais changer ça, alors ça va te demander de dire au revoir à la toi du passé. Parce que c'est elle qui te retient d'être et de faire ce que toi tu veux. On a tous fait des boulettes et tu sais quoi, ça fait partie de la vie. Et tout ce que tu peux faire là maintenant, et c'est le seul pouvoir dont tu disposes, c'est de justement apprendre de tes erreurs, te promettre que ça ne se reproduira plus jamais. Et ça, je peux t'assurer que c'est la meilleure forme d'amour-propre qui puisse exister. Robin Sharma a écrit « Tout a été créé 2 fois, la première fois dans ta tête et puis dans la réalité ». La robe que je porte aujourd'hui, avant d'être portée par moi, elle a d'abord existé dans la tête d'un designer qui a imaginé la coupe, la couleur, la forme, le tissu, et puis qui l'a fait coudre, et puis qui l'a mis en vente. Tu l'auras compris, la première étape de la manifestation est la visualisation de tes objectifs. Alors faut comprendre que toutes les expériences que tu vas te créer dans ton esprit, ton cerveau va y répondre comme si c'était une réalité. Et en fait, il y a une explication neuroscientifique derrière tout ça. En réalité, le cerveau ne fait pas une très grande différence entre vivre un événement et une très forte visualisation de ce même événement. Imagine par exemple une situation qui te stresse. Par exemple, un collègue relou qui t'appelle sur Teams. Genre, rien que le son de cet appel, il me met en rase-ras. En fait, ce qui passe, c'est que même si c'est un événement qui ne se produit pas dans la réalité, le fait que tu l'aies autant visualisé et expérimenté dans ton esprit, ça va venir titiller ton système nerveux et tu vas libérer des hormones du stress, donc cortisol, adrénaline, etc. Et comme le stress, c'est une émotion qui a une fréquence vibrationnelle basse, tu vas attirer à toi d'autres situations avec des fréquences vibrationnelles aussi basses. À nouveau, on revient à cette histoire de loi d'attraction, le négatif attire le négatif. C'est là que tu te rends compte à quel point tout est lié, parce que littéralement, tu as une réaction physiologique rien qu'à l'idée d'imaginer une situation qui te stresse.
Mais de la même façon où tu peux ressentir des émotions négatives quand tu penses au négatif, ben l'inverse produit le même effet. Donc si tu pousses ton esprit à visualiser de manière très récurrente les choses que tu veux accomplir dans ta vie, ton cerveau va se mettre en marche et va faire en sorte que dans la réalité, tu vas agir pour que ça se produise. Et tu vas donc adapter tes comportements qui vont te mener vers la réussite de tes objectifs. Évidemment, au plus tu es précis, détaillé et élaboré dans ta visualisation, au mieux c'est. C'est comme par exemple si tu dois te rendre à l'aéroport, si tu prends Google Maps et que tu tapes juste aéroport, bah Google Maps il peut t'emmener à tellement d'aéroports différents. Il faut que tu sois le plus précis possible pour arriver à bonne destination. Mais si tu sais pas vraiment quels sont tes objectifs ou ce que tu vas accomplir dans ta vie, c'est ok. Ce que tu peux au moins faire, c'est te focaliser sur les émotions que tu veux vivre. Je vais donner un exemple. Depuis mon plus jeune âge, mais vraiment je pense en réalité depuis toujours, j'ai toujours voulu vivre une expérience à l'étranger. Je savais qu'à un moment donné de ma vie, j'allais partir à l'étranger. Mais je savais pas où, je savais pas comment, je savais rien. J'avais tellement cette idée en tête dans mon esprit depuis si longtemps, je l'ai tellement visualisée. Du coup, en fait, ça m'a été servi sur un plateau d'argent, c'est-à-dire que j'étais en dernière année de relations publiques, et puis tu as une organisation qui est venue nous expliquer qu'elle recrutait des jeunes diplômés pour venir travailler quelque temps à l'étranger. Et j'avais pas du tout pensé à partir à cette destination, j'avais pas du tout pensé à faire ce job, mais l'opportunité m'a été offerte comme ça, sans que je n'ai à faire quoi que ce soit. J'ai postulé vraiment finger in the nose, genre vraiment j'étais détendue parce que j'étais sûre que j'allais être prise, et non, c'était pas de l'arrogance, c'est que parce que je savais que ça allait arriver un jour, et je savais aussi que je correspondais à toutes leurs conditions. Effectivement, j'ai été recrutée, j'ai vécu cette expérience à l'étranger. Même si tu sais pas exactement ce que tu veux, tu peux au moins te concentrer sur les émotions que tu souhaiterais ressentir. Il n'y a que via l'expérience émotionnelle que tu changeras ta fréquence vibrationnelle. Pour avoir une visualisation très efficace de tes objectifs, tu peux créer ce qu'on appelle un vision board. Alors je t'invite à aller sur Google et regarder des exemples de vision board. Il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs, tous les supports. À toi de voir ce que tu préfères, écrire, découper des photos. Le principal, c'est avant tout de t'amuser en faisant ton vision board parce qu'il n'y a que l'aspect fun qui va en fait t'aider à te motiver et à faire cet exercice-là. Et surtout, sois libre d'écrire ce que tu veux. Sois libre d'imaginer tout ce que tu veux vivre. Ne tenant pas compte de toutes tes peurs, tous tes doutes et de toutes tes pensées limitantes. On parlera des peurs et des doutes un peu plus tard. On n'a pas conscience du tout du pouvoir de notre cerveau. Si on l'utilisait beaucoup plus, si on le travaillait beaucoup plus, je vous promets qu'on parviendrait tous à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est toi l'architecte de ta vie. C'est toi qui prends tes décisions. Et dire des phrases du style, parce que je l'ai déjà entendu, ouais mais j'ai toujours été comme ça, je changerai pas, ça a toujours été comme ça. Ça c'est une pensée limitante, il n'existera jamais qu'une seule version de toi dans la vie. En fait, non seulement le changement il est nécessaire, mais en plus il est inévitable. Quand tu vois autour de toi, tout change, la nature change. À chaque saison, la température change, les feuilles changent. C'est inévitable que toi à un moment donné, tu vas changer. Mais c'est à toi de choisir quel type de transformation est-ce que tu veux pour ta vie. Et puis surtout, identifier le pourquoi tu veux accomplir certains objectifs parce que c'est ce pourquoi qui va t'aider à avancer lorsque tu vas traverser des épreuves. Et justement, on va parler du plus gros frein à tes accomplissements et ça va être la deuxième étape de la manifestation, c'est d'éradiquer la peur et le doute. La peur et le doute, tu dois vraiment voir ça comme des ex ultra toxiques qui se mettent en travers de ta route vers une relation saine et stable. Faut comprendre un truc que tu vas manifester ce que tu penses mériter. Et ce que tu penses mériter est influencé par ton subconscient. Il faut savoir que ta conscience, elle est composée à 5% de fonctions cognitives et à 95% de ton subconscient. Au cas où ça vous aurait échappé, j'ai bien dit 95, je suis bien belge et non, je n'ai pas le seum. Donc je disais que ton subconscient, il est responsable de toutes tes pensées, de toutes tes réactions, de toutes tes décisions par conséquent. Et donc ton subconscient a une énorme influence sur la réalité que tu vas créer. Elle peut soit te guider vers tes objectifs, soit te bloquer dans tes objectifs. Et quand elle te bloque dans tes objectifs, c'est parce que ton subconscient est beaucoup trop influencé par la peur et le doute. C'est eux qui vont être responsables de ton sabotage. Il faut voir la peur et le doute comme des faux amis. Ils te font croire que tu ne vas pas parvenir à tes objectifs parce qu'ils veulent te protéger d'une potentielle déception. Le problème, c'est que si tu as des peurs et des doutes, tu as des limitations et donc ça t'empêche de voir les choses en grand et ça t'empêche de visualiser ce que tu veux véritablement. Maintenant, on fait cet exercice et je te demande, écris-moi le salaire que tu veux avoir. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas réellement m'écrire le salaire que tu veux vraiment. Non, tu vas m'écrire le salaire qui te semble être réaliste. Mais c'est pas la même chose de dire je souhaite un salaire réaliste et voilà, je veux tel montant.
Le doute te fait croire que tes rêves sont inatteignables. On connaît tous des gens qui ont réussi. C'est quoi la différence entre toi et eux? On est d'accord que tu es un être humain au même titre qu'eux. Quand tu regardes bien le modèle de réussite, tu as des gens qui ont réussi et qui avaient déjà beaucoup de bases. D'accord avec ça, il y a des gens qui ont tellement eu des facilités dans leur vie qui leur ont permis d'avoir accès à cette forme de réussite. Mais on sait très bien, on a vu des exemples de personnes extrêmement successful qui sont parties de rien. Pourquoi eux et pas toi? Quelle est la différence? Leur mental, le fait qu'ils s'accrochent à leurs objectifs, le fait qu'ils ne laissent pas leur doute et leur peur devenir un frein. C'est pour ça aussi que c'est bien de faire un vision board, parce que du coup, ça te donne l'opportunité en fait de voir quelles sont tes réelles peurs dans la vie. Si tu te retrouves devant ton support, que tu te dis ah ça je sais pas si je vais mettre, j'hésite et tout, parce que si ça se réalise pas, du coup ça va mettre un coup sur mon amour propre parce que je vais me dire que je suis pas capable. Écris-moi ça. Tout ce qui te passe par les têtes, tu me l'écris. Alors, je vais te livrer des façons d'éradiquer la peur et le doute. La première chose, c'est de contrôler tes pensées. Là, tu vas me dire, what? Mais ça se contrôle pas. On a dit, on sous-estime pas le pouvoir de notre cerveau. Bien sûr que tu as un contrôle sur ta conscience et sur tes pensées. Il faut savoir que ton subconscient, il obéit à ta conscience. Donc, tout ce que tu vas penser sciemment, ton subconscient va finir par l'intégrer. Selon la National Science Foundation, on a en moyenne 60 000 pensées qui nous traversent chaque jour. 80% d'entre elles sont négatives, 90% d'entre elles sont répétitives. Et j'ai moi-même fait cet exercice, après avoir terminé la lecture du bouquin, de m'arrêter sur chaque pensée qui pouvait me traverser. Et j'ai fait ça pendant plusieurs jours. Je peux vous dire que c'était un sacré merdier, parce que je me suis rendu compte, et je suis persuadée que je ne suis pas la seule à être comme ça, mais je me suis rendu compte à quel point j'avais des pensées négatives, à quel point j'ai été dure avec moi-même et que je me disais mais je me montre aucune compassion. Et vrai exercice, et tu vas toi-même te rendre compte à quel point en fait tu es extrêmement dur avec toi-même. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour contrer tout ça? C'est de devenir mon propre cheerleader. Et je vous admets qu'au début c'est un petit peu ridicule, mais en fait au plus tu le fais, au plus en fait tu prends plaisir à le faire. Chaque fois que j'avais une pensée négative, je la remplaçais par une pensée positive. Parce que en fait il faut comprendre qu'une pensée positive et négative ne peuvent pas coexister. Tu dois faire un choix. Et si tu choisis de consciemment avoir des pensées positives, ça va venir générer chez toi des émotions positives et par conséquent une fréquence vibrationnelle élevée et du coup tu attires de l'abondance. Est-ce que tu commences à capter ce délire de fréquence vibrationnelle, énergie, tout ça? Et du coup, les émotions que ça va susciter chez toi, c'est l'enthousiasme, c'est la positivité, c'est l'espoir, c'est... Enfin, des choses qui du coup font que tu vis mieux ton quotidien. Moi, je me rends compte que depuis que j'ai fait ça, je vis mieux mon quotidien. Et je pense que ça se voit. Ça, justement, ça va venir booster ta manifestation. Au plus tu es enthousiaste, au plus tu as confiance en toi, au plus tu as envie d'essayer des choses et tu as envie de travailler pour parvenir à tes objectifs. C'est pareil, c'est pour les compliments. Alors, on nous a toujours fait croire que, en gros, si on se complimente, c'est qu'on est une personne arrogante. Et être arrogant, c'est pas le caractéristique le plus tendance, tu vois. Et en fait, nous, notre but, c'est quand même d'être apprécié par le plus de gens possible. On nous a tellement conditionnés à avoir cette validation externe que du coup, on se permet pas trop de se complimenter. Et même je vais même au-delà de ça, même quand c'est quelqu'un d'autre qui te complimente, tu as tendance à tout de suite être dans l'objection. Exemple, je vais te dire « Waouh, je te trouve grave belle aujourd'hui ». Et la plupart du temps, ce que me répondent les gens, c'est « Ah bon, tu trouves? Pourtant, j'ai pas eu le temps de m'apprêter, j'ai dormi que 4 heures cette nuit, donc je dois avoir une mauvaise mine. » Tu te rends pas compte à quel point ce petit truc-là que tu viens de faire, il est pas anodin. Et ça ne signifie pas rien. Ça vient créer des dégâts dans ton estime de toi. C'est pareil, tu sais, pour les perspectives que tu peux adopter dans la vie. Je pense que ça t'est déjà arrivé, de genre, tu sors d'un restaurant avec une amie, vous étiez dans le même restaurant le même jour, au même moment, vous avez mangé la même chose, mais pourtant vous avez vécu deux expériences totalement différentes. Genre toi tu peux être extrêmement ravi, et puis l'autre personne elle peut se dire ouais le restaurant franchement il était pas ouf, en plus il y avait trop de monde autour, il y avait trop de bruit, le service était lent, enfin c'est pas du tout la même expérience, parce que en fait ta perspective elle est énormément influencée par ton état général. Quand tu vis une expérience, de te dire ok, quel choix de perspective est-ce que j'ai devant moi? Ça m'est arrivé il y a pas longtemps que je fasse part d'une situation qui me chagrine un petit peu à une personne, et cette personne-là, j'avais l'impression qu'elle était blasée. À aucun moment elle m'a dit qu'elle était blasée, moi j'ai eu ce sentiment-là. Et ça venait vraiment de cette partie de moi qui a peur et qui est dans le doute. Du coup, j'ai tout de suite pensé à un scénario qui moi me dévalorisait, qui moi me faisait penser ah je dérange, je suis en train d'embêter cette personne.
j'ai pris du recul et je me suis dit, attends, Marème, quelles autres perspectives peuvent expliquer qu'une personne puisse être un peu blasée? Et en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on est un soir de semaine, c'est vrai qu'il était relativement tard, je pense qu'il était minuit ou 1h du matin, et en plus de ça, la personne, le lendemain, elle partait en voyage. Donc elle était là en train de boucler ses valises, etc. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point, purée, on est vraiment des gros égocentriques. On pense trop que les réactions des gens sont forcément suscitées par nous. Mais tu sais, je me suis dit ça à moi-même, je me suis dit, tu sais, elle a d'autres choses dans sa vie, donc tu n'es pas le centre de son monde, et c'est pas toi qui régis ses émotions ce jour-là, le fait qu'elle soit blasée, ça peut être pour plein d'autres raisons, et du coup, ça m'a plus boosté et valorisé. Tu vis une expérience, pose-toi 2 minutes, prends du recul et dis-toi, quelles autres perspectives est-ce que tu peux imaginer, quels autres scénarios existent pour cette même expérience. Deuxième façon d'éradiquer la peur et le doute, c'est de remplacer dans tes phrases les si par des quand. Ah, si seulement je travaille dans l'entreprise de mes rêves. Non, 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 non. Quand tu travailleras dans l'entreprise de tes rêves? Ah, si seulement je rencontrais l'amour de ma vie. Non, non, non. Quand tu rencontreras l'amour de ta vie, faut que tu sois sûr de toi. Faut que tu envoies le message à l'univers que tu es prête à recevoir tout ça. Parce que l'univers, Dieu, ne va pas te donner ce que tu penses pas mériter. Il faut que tes actes, faut que tu agisses et il faut que tu ressentes ce truc de je vais l'avoir. Phrase que ma sœur m'a pas mal dite, c'est tu attires ce que tu crains. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au plus tu visualises quelque chose que tu ne veux pas, au plus les chances que ça arrive se produira. Pour l'inverse également. Quand j'apprenais à rouler, j'avais tellement peur de genre toucher le trottoir ou toucher les voitures qui étaient stationnées à ma droite. Et du coup, ce que je faisais, c'est que inconsciemment, j'avais tellement dans ma tête ce truc de faut pas que je touche le trottoir, faut pas que je touche le trottoir, faut pas que je touche le trottoir, faut pas que j'engloutisse une autre voiture sur le côté, que sans m'en rendre compte, j'avais alimenté ça dans mon esprit et que inconsciemment en fait mes mains se tournaient beaucoup plus vers la droite. Et mon père, ce qu'il m'a dit, c'est arrête de te focaliser sur les obstacles que tu veux éviter, focalise-toi plutôt sur le chemin que tu veux emprunter. Et ça, c'est un conseil qui m'a énormément aidé, non seulement pour la route, mais aussi dans ma vie de manière générale. Au plus tu parles de ce que tu ne veux pas, au plus ça arrivera. La troisième étape de la manifestation, c'est d'aligner ton comportement à ta visualisation. C'est-à-dire devenir l'énergie que tu veux attirer, et ça va te demander d'être authentique. Il y a une idée reçue sur la manifestation qui est que la manifestation se résume juste à la visualisation. Or, comme tu l'auras constaté, visualisation, ce n'est qu'une seule étape parmi 7. Pour te dire, c'est pas juste tu vas créer ton vision board, tu vas visualiser ce que tu veux, puis tu vas ranger le truc, tu vas dire ok c'est bon, je n'ai plus rien à faire, ça va arriver à moi. Non, la manifestation, elle n'est pas passive. Encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, tu as ton libre arbitre dans cette vie. C'est toi qui la contrôles. La plupart des gens évitent d'être proactifs parce qu'ils ont une peur de l'échec. Alors ça, la peur de l'échec, on nous a tellement conditionnés à penser que l'échec c'était grave, que si tu rates, oh là là, catastrophe. Et en fait, la procrastination et l'appréhension, c'est ça qui fait en sorte que justement, tu n'entres pas en action. Parce que cette peur de l'échec, elle peut te faire dire, tu sais quoi, je vais même pas essayer. Je préfère ne pas essayer plutôt que d'essayer et de me planter. Mais si t'essayes pas, tu sauras jamais si tu vas réussir ou non. Du coup, tu vas te trouver des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les ressources. Mais ça, là, ce n'est que l'expression de tes peurs et de tes doutes. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai des schémas qui reviennent très très souvent dans ma vie, qui se répètent. Ça, en fait, c'est tout simplement le fruit de ton subconscient. Le truc, c'est que le subconscient n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il n'aime pas être confronté à des émotions et à des expériences qui ne lui sont pas familières. Ça veut pas dire que ce sont des expériences qui sont bonnes ou juste pour toi. Attention, ça veut juste dire que c'est familier et du coup que ça paraît être plus sécuritaire. Prenons l'exemple des relations toxiques. Imaginons, tu as eu plein de relations toxiques dans ta vie et t'en as marre. Et tu vas te répéter ce truc de « je ne veux pas de relations toxiques, je ne veux pas de relations toxiques ». Mais, somehow, ça se reproduit à chaque fois. Ton subconscient est face à un partenaire qui a l'air sain, qui a l'air safe, ton subconscient va paniquer. Il va se dire « oh là 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 là, ah non, je connais pas cette émotion, être en sécurité, être dans une relation saine, non, je connais pas ». Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'auto-sabotage. Et aussi pour tout ce qui a trait aux transformations physiques et aux pertes de poids, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer un rééquilibrage alimentaire et là, tu vas voir au fil du temps la différence. Tu vas voir non seulement la différence physique, mais aussi la différence mentale. C'est-à-dire que tu vas avoir un peu plus confiance en toi. Ça va venir booster ton ego et ton subconscient va se dire « oh là 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 là, avoir confiance en soi? Mais je connais pas ça. Ça m'est pas familier, ça m'est étranger et du coup, je suis en panique là, je suis pas bien. » Ton subconscient, pour revenir à cet état sécuritaire familier, il va revenir à des habitudes néfastes
qui vont venir en fait saboter tout le travail déjà accompli jusqu'à présent. Ce que je veux dire par là, c'est que si on décide d'effectuer un changement, il faut s'attendre à de l'inconfort, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter et surtout résister à la tentation de se saboter, jusqu'à ce qu'en fait ce changement devienne quelque chose de familier. Parfois, tu sais, t'as des fulgurances, t'as des idées, t'as des inspirations qui te viennent en tête. S'il te plaît, vois ça comme des cadeaux de l'univers, vois ça comme des cadeaux de Dieu pour te guider dans tes choix. C'est une opportunité qui t'est donnée pour montrer ton amour propre, pour te le prouver à toi-même. Ça veut dire que c'est un changement dont tu as besoin dans ta vie. Comme je disais, pour aligner ton comportement à ta visualisation, ça va te demander d'être authentique. L'authenticité, c'est un ingrédient essentiel dans la manifestation, parce que c'est la version la plus magnétique de toi. À nouveau, on veut attirer des choses dans notre vie. Je suis sûre que tu connais au moins une personne qui, sur papier, ne paye pas de mine, mais qui pourtant est une personne ultra charismatique. Qu'elle entre dans une pièce, elle illumine toute la pièce. Tout le monde est à son écoute. Elle attire énormément de personnes. Pourquoi ? Parce que ça se voit qu'elle est à l'aise avec son corps, qu'elle est à l'aise avec qui elle est, qu'elle s'en fout de sortir du lot ou d'être différente, de montrer cette différence-là, parce qu'elle est OK avec ce qu'elle est, parce qu'elle est authentique. Il faut se détacher de ce que tu penses devoir être ou ce que tu penses être. Depuis notre plus jeune âge, notre environnement nous indique un petit peu comment agir. Ah, faut que tu agisses de telle façon ou de telle façon pour que les personnes t'apprécient, parce que le but c'est d'être apprécié par le plus de gens possible. Et donc toi, depuis ta plus tendre enfance, tu prends note de tous les agissements, de tous les comportements que tu peux adopter afin d'être apprécié. Et ça va perdurer aussi à l'âge adulte. Tu te mets dans un moule en fonction du feedback que tu as reçu de ton entourage. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle des people pleasers. Alors, j'ai pas trouvé vraiment un terme... Oui, parce que je fais la meuf, mais j'ai lu le livre en anglais. Voilà. Donc, je sais pas comment la Roxy Nafoussi le dit dans son livre, dans la traduction française. Un people pleaser, c'est moi qui n'aime pas décevoir autrui, qui aime faire plaisir au plus de gens possible, quitte à oublier en fait son propre plaisir. En fait, quand tu es dans cet état d'esprit de people pleaser, tu te rends pas service à toi-même. Ça veut dire qu'il y a parfois des choses que tu fais pour les autres, mais qui te font pas spécialement plaisir, tu le fais juste pour pas décevoir les autres. Mais ça, tu vois, ça va pas venir booster ta manifestation. Une citation que j'ai vue dans le livre que je trouvais très juste et très pertinente et que je voulais partager avec vous, tu changeras jamais ta vie si tu changes pas au moins une chose que tu fais quotidiennement. Donc changer ne se fait évidemment pas du jour au lendemain, c'est vraiment une pratique quotidienne et un exercice que tu dois faire continuellement. La quatrième étape de la manifestation, c'est de surmonter des obstacles. La voie vers le succès, elle sera pas toujours linéaire, elle sera pas toujours facile, mais tu sais quoi, ça fait partie de la vie. Les obstacles, c'est inévitable et il faut que tu passes par là pour progresser. Encore une fois, les obstacles, elles te donnent encore une fois l'opportunité de montrer que tu es là pour toi. Imaginons par exemple un ex qui revient dans ta vie. On est d'accord qu'un ex, si c'est un ex, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et un ex, ça peut paraître hyper confortable parce que c'est très familier, donc on peut très facilement retomber là-dedans. Encore une fois, je reviens à cette histoire de ton subconscient aime ce qui est familier et tu pourrais te dire « Oh allez, je fais que discuter, c'est pour passer le temps, c'est vraiment casual, ça représente rien. » Tu sais pas à quel point c'est libérateur de se dire « Oh non !» Non, je mérite mieux, je me détache du passé, je me détache de tout ça. Ça n'a pas abouti à ce que je voulais, ça ne m'apportera pas quelque chose de plus pour l'avenir. Et vraiment être, dans ce cas-ci, plus dans ta raison que dans tes émotions. Tu sais à quel point t'es puissante quand tu fais ça ? Ne tombe pas dans le piège de « Oh, c'est juste pour passer le temps, c'est casual, etc. » Ça booste pas ta manifestation parce que ça veut dire que tu vas quand même donner une partie de ton énergie pour quelque chose qui ne va pas t'amener plus proche de ton objectif. Si ton objectif c'est de trouver l'amour, ton ex ne va pas t'aider à booster, à manifester ça. Tu lui donnes de l'énergie à lui alors que tu pourrais le donner pour des gens qui, eux, veulent vraiment s'investir dans une relation. Imaginons t'as acheté des nouveaux vêtements. Vraiment des vêtements à ta taille, qui te vont bien, qui sont tendance, qui boostent ta confiance en toi. Mais ton armoire est remplie de choses dont tu ne veux pas te séparer. Mais ces choses dont tu ne veux pas te séparer, ce sont des vêtements qui ne te vont plus, qui sont peut-être abîmés, qui sont délabrés. Si tu laisses encore de la place pour ces vieilleries, tu n'auras pas la place pour mettre tes nouveaux vêtements. Et ben dans mon exemple, c'est pareil. Si tu laisses trop de place à ton passé, tu ne peux pas accueillir ton futur. Dans le bouquin, l'autrice, elle part de 2 états d'esprit que tu peux adopter qui sont diamétralement opposés. Tu as le abundance mindset que je vais traduire par l'état d'esprit de l'abondance, c'est-à-dire que tu as cette croyance que y a assez d'amour et de réussite sur Terre pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à un nombre restreint, pas un nombre de personnes limites qui peuvent y avoir accès. Contrairement au scarcity mindset. Oh là là, j'ai trop honte. Pendant toute la vidéo, je dis scarcity mindset, alors c'est scarcity mindset, genre la peur. Veuillez m'excuser pour ça.
que je vais traduire par l'état d'esprit du manque, où là tu te dis, mais non, mais pas tout le monde sur Terre aura tout ce qu'ils veulent, bah non, pas tout le monde sur Terre aura de l'amour, pas tout le monde sur Terre aura de la réussite, pas tout le monde... Et en fait, tu te conditionnes à faire partie de ces gens qui n'auront pas tout, et comme tu as tellement nourri cette croyance, bah forcément c'est ce qui se produit. Moi-même j'avais cette croyance avant de démarrer mon podcast. Alors avant de me mettre sur YouTube, mon podcast existait déjà, mais je me sentais pas encore prête à me montrer comme ça sur internet. Et en fait avant de démarrer le podcast, je me disais mais pourquoi je vais démarrer un podcast en fait, y a déjà tellement de gens qui sont sur le marché, qui eux aussi abordent des sujets de développement personnel, de sujets de société, etc. Et je me suis dit mais quelle est ma place là-dedans ? Mais Mariam, tu te rends bien compte que toi aussi tu as ta singularité, toi aussi, même si tu vas parler d'une même thématique qu'une autre personne, ton approche sera forcément différente. Déjà ta voix est différente, ta manière de parler, ton intonation, et il y a peut-être des personnes à qui ça va correspondre, il y en a pour tous les goûts. Tu as ta patte, tu as ta singularité. Alright, on va passer à la 5e étape de la manifestation qui est la reconnaissance. Après tout ce blabla sur la fréquence vibrationnelle élevée, sur ton amour propre, etc., tu pourrais te demander, est-ce que je dois toujours être dans une fréquence vibrationnelle élevée ? Alors non, parce que ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, qui est ne garde pas tes blessures et tes émotions négatives dans ton corps, faut que tu les relâches, faut que tu les libères. Tu es un être humain, donc il faut que tu vives tout le spectre d'émotions qui s'offre à toi. Et il faut que tu t'autorises à valider et accepter ces émotions-là. Du coup, la meilleure façon de contrer des émotions qui ont une fréquence vibrationnelle basse, c'est la reconnaissance, qui est une émotion qui a une très très bonne énergie. Quand tu sens que tu es dans une émotion basse et négative, pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Et tu en as forcément une, ne me dis pas que tu en as pas, tu as forcément au moins une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Tu vas constater que ton non-verbal va changer. Par exemple, moi je suis hyper reconnaissante de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Tu sais, si tu commences à faire ça, tu vas te rendre compte que rien qu'en y pensant, donc même pas en le vivant, hein, mais rien qu'en y pensant, tu constates que ton non-verbal il change, que genre tes muscles se relâchent, que tu souris inconsciemment. Il faut vraiment pas que tu attaches de conditions à ton bonheur. Il y a beaucoup de gens qui rattachent leur bonheur à des conditions. Je serai heureuse quand ou si... Attention, c'est bien d'avoir quelque chose dont on est excité pour le futur ou pour l'avenir, ça fait justement partie de la manifestation, d'être heureuse quand tu te projettes. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu n'es pas suffisamment reconnaissante pour l'instant présent parce que tu rattaches toujours une condition à ton bonheur. Et en fait, il ne faut pas rattacher son bonheur à quelque chose ou à quelqu'un parce que du coup, ça t'enlève de ton pouvoir et de ta propre responsabilité, de ton propre bonheur. Ou tu sais, ce genre de phrase où tu te dis... je suis heureuse à bien des égards, mais je serais encore plus heureuse si j'avais un compagnon à mes côtés. Et en fait, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que tu n'oses pas vraiment dire que tu es vraiment satisfait pour tout ce que tu as déjà parce que tu penses que tu n'auras pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Que la vie ne va pas te donner plus que ce dont tu es déjà reconnaissant. Mais sache-le, la vraie reconnaissance, sans condition, ça va pas venir freiner ton processus de manifestation. Le problème, c'est quand tu commences à te focaliser beaucoup trop sur le futur, au dépit de vivre justement le moment présent, tu n'arriveras pas à être reconnaissant. Tu n'arriveras pas à vivre à 100% les moments que tu vis et vivre à 100%. Même en étant très présent, en fait, tu vas remarquer des petites subtilités que tu n'avais pas captées avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle les petits plaisirs de la vie. La 6e étape de la manifestation, c'est de transformer ta jalousie en inspiration. Tu t'en doutes, l'envie et la jalousie, ce sont des émotions qui ont une fréquence vibrationnelle basse. Ce que tu traduis à l'univers, c'est que en gros, quelqu'un obtient quelque chose que tu veux, et du coup ça t'irrite, parce que tu penses que toi tu vas pas l'obtenir. Encore une fois, on revient à cette histoire d'amour propre, et soit de ton subconscient à, justement, tu manifestes ce que tu penses mériter. Sur les réseaux sociaux, on peut voir tellement d'images, perfection, avec énormément d'opportunités, tu vois, tout le monde est CEO d'une entreprise, tout le monde part en voyage toute l'année, tout le monde est en bonne santé, tout le monde est en forme physique, tout le monde mange bien, tout le monde est... Enfin bref, on est bombardé quotidiennement par ce genre d'images de perfection, mais en fait, il faut bien comprendre et se mettre ça en tête que les réseaux sociaux, c'est une industrie qui génère des milliards d'euros en se basant justement sur le fait de susciter de la jalousie, de mettre en avant des produits, parce que tu vois très bien de quoi je parle, ce genre de photos où la personne elle a l'air de vivre sa meilleure vie et tu vois au-dessus collaboration commerciale avec, tu te rends compte à quel point en fait on te fait croire que si tu achètes le produit ou que si tu passes par cette agence de voyage, tu vas être plus heureuse. Tout ça, ce n'est que du marketing. Personne ne vit une vie comme ça, d'accord ? Personne ne vit une vie qui est 100% parfaite. Non.
Et du coup, même nous, on rentre dans ce jeu-là. Dire qu'on est à la fois encouragé à utiliser les mêmes produits, à vivre le même genre de vie, et de la même façon, on nous encourage à nous-mêmes poster des photos qui susciteront elles aussi l'envie, qui généreront des likes et des commentaires pour se sentir à nouveau validé. Parfois, quand tu sais ton amour propre est super bas, tu peux même jalouser pour des choses dont tu n'as pas vraiment envie. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de... Genre, je scrolle sur les réseaux et je vois des gens qui partent en week-end, qui font des trucs super, qui bougent, qui sont hyper productifs le week-end. Et moi, je suis là, affalée devant Netflix, et je me dis... et tu sais, je me sens mal d'être affalée devant Netflix. Et je me fais la réflexion, mais en fait, Marie, mais toi aussi, tu peux sortir, non? Toi aussi, tu peux faire des choses. Mais c'est juste que ce week-end-là, en fait, t'avais pas envie. Du coup, t'as décidé de rester chez toi à regarder Netflix. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, ouais, j'ai la capacité, mais c'est juste que j'ai pas envie. Donc, véritablement, il faut comprendre que ça fait susciter l'envie, que c'est là pour ça. Et attention, on aime bien jeter la pierre sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça peut aussi être une source d'inspiration énorme. Bien prendre conscience de tout ce que je viens de dire et de ce fait adopter ton comportement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a des personnalités qui génèrent chez toi des sentiments négatifs ou qui suscitent de la jalousie, mets-les en sourdine, unfollow-les, et puis tu peux les refollow à partir du moment où tu as une meilleure confiance en toi. Et du coup, tu te sens prête à reconsommer ce genre de contenu. Conscience de toutes les informations qui viennent à toi. C'est-à-dire que quand il y a des informations qui viennent à toi, ne les laisse pas prendre le dessus sur toi. Parce que j'ai l'impression que c'est parfois ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On a tellement cette addiction à scroller, à regarder ce que font les gens, que du coup, on se laisse bombarder par plein d'informations différentes. Et on prend pas conscience de toutes les informations qui rentrent en tête. Mais si tu te poses un petit peu sur toutes les informations qui passent devant toi, ça va te permettre de mieux filtrer ce que tu veux voir, ce que tu ne veux pas voir, ce qui suscite de la jalousie et comprendre d'où ça vient. Ça peut aussi être une très grande source d'inspiration, les réseaux sociaux, attention. Et du coup, ça c'est une très très bonne chose pour contrer la jalousie et l'envie, c'est de transformer ça en inspiration. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire « Ah bah elle a ça et ça m'irrite et je jalouse », tu peux te dire « Elle a ça m'irrite ». Donc du coup, c'est que j'en ai envie moi aussi et du coup, je vais tout faire pour l'obtenir à mon tour parce que je pense moi aussi le mériter. Parce qu'en fait, si tu te dis « Ah, elle a ça m'irrite parce que moi je l'ai pas », tu es dans ce scarcity mindset, donc cet état d'esprit du manque. C'est pas en adoptant cet état d'esprit que tu vas obtenir ce que tu veux. Et je comprends totalement que ça peut paraître confus de ressentir de l'envie, de la jalousie, et encore plus quand c'est des personnes que tu aimes, parce que on nous a tellement conditionnés à penser que la jalousie c'est forcément mauvais, que du coup quand on ressent de la jalousie, tu sais, on se sent mal, on se sent coupable et on est vraiment dans le jugement. On culpabilise et on a honte. Or, toutes ces émotions-là, ce sont des émotions négatives. Et moi, je suis là pour te dire que c'est normal d'être jaloux, c'est normal d'avoir l'envie. C'est juste qu'il faut en prendre conscience et commencer à se poser les bonnes questions. Si ça te fait envie, c'est que c'est quelque chose que tu veux au fond de toi. Que, en fait, si tu dissimules ta jalousie, ce qui se passe très souvent, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que tu peux devenir très injuste et cruel envers la personne qui, elle, a ce que tu souhaiterais véritablement. Donc en gros, tu te rends ni service à toi, ni service aux autres. Parce que, on a honte de ressentir ça. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais déjà dans les dessins animés qu'on regardait, c'est vrai que la jalousie, c'est vraiment une caractéristique qu'on a donnée à tous les méchants dans les Disney. Quand tu regardes, par exemple... Les Belles Sœurs de Cendrillon, quand tu regardes Scar dans Le Roi Lion, quand tu regardes Jafar dans Aladdin, on va tout de suite penser que « Ah, si je suis jalouse, c'est que je suis forcément une mauvaise personne ». Oui, au plus, encore une fois, tu entraînes ton cerveau à te dire « Quand je ressens de l'envie, c'est parce que c'est quelque chose que je veux et du coup, je vais tout faire pour l'obtenir ». Tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, tu vas beaucoup moins ressentir de l'envie et de la jalousie parce que justement, tu auras conditionné et formaté son cerveau à transformer cette jalousie en inspiration. Parce que ce que ça traduit aussi, c'est que tu te sens pas menacée par le succès des autres. Tu seras jamais la seule dans un domaine, ni la meilleure. Mais encore une fois, comme je le disais pour l'histoire du podcast, tu as ta patte et tu es singulière et tu vas appréhender les choses d'une manière complètement différente. On arrive à la dernière étape de la manifestation qui est de faire confiance au timing de l'univers / de Dieu. Ce qui se passe chez beaucoup de gens quand ils n'obtiennent pas directement ce qu'ils veulent, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une génération où on a l'habitude d'obtenir directement ce qu'on veut, quand on voit que par exemple tu peux faire une commande sur Amazon et le recevoir chez toi le lendemain. Du coup, ce que ça suscite chez nous, c'est beaucoup d'impatience. L'impatience, c'est vraiment ton pire ennemi. Parce que quand tu es impatient, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi, que tu n'es pas sûr d'obtenir ce que tu veux, et c'est là que commence l'auto-sabotage. Il y a des choses que tu pourras malheureusement pas contrôler. Et si tu commences à stresser, à angoisser, ça va pas venir t'aider à susciter des émotions positives chez toi. Faut que tu fasses confiance aux forces de l'univers, aux forces de Dieu. Sache une chose, c'est que l'univers, Dieu, ne va jamais agir dans ton désintérêt.
Et je sais que pour l'instant, tu as peut-être du mal à y croire. Peut-être que pour l'instant, tu traverses des choses qui sont un peu compliquées et où tu te dis mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse tout ça? Et parfois on le comprend pas, mais je peux te dire avec énormément de recul. Et ça, c'est une phrase que ma mère m'a souvent répétée, c'est quand Dieu t'enlève quelque chose, c'est forcément pour le remplacer par quelque chose de meilleur. Parfois même quelque chose auquel tu n'avais même pas songé ou imaginé. Et c'est une phrase qui est énormément rassurante, que j'ai remarqué que globalement dans ma vie, à chaque fois que j'ai pas obtenu un truc que je voulais, ça a forcément été remplacé par quelque chose de meilleur, ou encore j'ai compris que c'était mieux pour moi de ne pas avoir reçu cette chose-là. Tu te rappelles au début de l'épisode quand je te parlais de Google Maps et de la précision de ta recherche? Bah, imagine dans mon exemple que la manifestation, c'est en réalité le système informatique derrière l'application. Et que du coup, bah, à chaque fois que tu vas te tromper dans ton chemin ou à chaque fois que tu vas être paumé, eh ben, en fait, ton Google Maps va d'office te recalculer en fait le trajet pour te donner d'autres itinéraires. Eh ben, c'est pareil ici pour la manifestation et quand je parle de faire confiance au timing de l'univers et de Dieu, c'est en gros, parfois, vaut mieux apprécier le trajet parce que t'inquiète pas que la vie, elle va te remettre sur le droit chemin. Faut montrer que tu es sûr de toi. Quand tu es sûr que quelque chose va se produire pour toi, tu vas attendre, tu vas être patiente. Ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de t'angoisser, parce que tu sais que ça va arriver pour toi. Donc quand tu vas commencer ton processus de manifestation, sois très attentive aux choses qui peuvent se produire, aux coïncidences, aux petits signes que l'univers te donne. Parfois tu gagnes et parfois tu apprends. Et tu sais quoi, c'est la meilleure progression que tu puisses avoir, c'est d'avoir parfois des obstacles à surmonter qui vont t'apprendre de nouvelles choses, qui vont renforcer ta force, qui vont renforcer ta résilience. J'ai envie de terminer cet épisode en te disant, sois plus conscient ou consciente de toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Sois conscient de tous les choix qui se présentent devant toi. Sois conscient de la force de tes décisions. Agis toujours dans ton amour propre parce que c'est ça qui va te mener plus proche de ton objectif. Il n'y a personne qui va mener des combats pour toi. Tu es la seule à être maîtresse et architecte de ta vie. Il est temps d'arrêter de subir ta vie. Il est temps d'arrêter à ce que la vie, elle prenne le contrôle sur toi comme si tu n'avais aucun pouvoir. Tu en as. Prends conscience de ta puissance intérieure. Nous fait énormément croire que dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Et moi, je suis là pour te rassurer, pour te dire ce qu'il en est réellement. Et la réalité, c'est que si, tu peux. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode autour d'un café, j'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me faire savoir ce que tu en penses en barre de commentaires. Je publie du coup un épisode tous les mercredis à 18h, donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao.